l'élément le plus inflationniste du système. Au Canada, en 2007, les dépenses en médicaments atteignaient 27 milliards de dollars canadiens et représentaient 17 de l'ensemble des dépenses de santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens consomment près de 2 fois plus de médicaments d'ordonnance que les Danois, et pourtant, nous ne sommes pas plus en santé quand nous regardons les grands indices de santé, par exemple la mortalité infantile, la longévité, etc., etc. C'est à peu près les mêmes dans les deux pays. Quant aux États-Unis, les médicaments prescrits ont connu une augmentation fabuleuse de 9,9 par année entre 1997 et 2007. Sur 12 pays comparables, les génériques sont plus chers au Canada que partout ailleurs, et c'est la même chose pour les produits de marque, pour les produits brevetés, sauf 2 pays, les États-Unis et la Suisse. Et la Suisse nous dépasse par une très faible marge. Alors, l'intérêt de ce tableau, c'est une étude qui provient du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. L'intérêt de ce tableau, on va tout simplement se tenir aux 2 colonnes de gauche. On montre ici les divers pays où les prix sont plus bas qu'au Canada en 2005. Par exemple, les génériques en Nouvelle-Zélande se vendent 77 moins cher qu'au Canada. En Espagne, c'est 42 en France, 29 et ceci en surprendra peut-être plusieurs. Même aux États-Unis, les génériques sont beaucoup moins chers qu'au Canada. Ils se vendent 35 moins cher. Alors, l'autre colonne, pour les brevetés, vous avez la Nouvelle-Zélande, 21 moins cher que le Canada, l'Espagne, 27 moins cher que le Canada, la France, 15 et bien sûr, aux États-Unis, les médicaments brevetés se vendent 69 plus cher qu'au Canada. Alors, le secret de la Nouvelle-Zélande, c'est une société publique d'achat groupé qui s'appelle Pharmac. J'élaborerai peut-être sur cette question-là durant la période des questions. Le professeur Morgan de l'Université de Colombie-Britannique, qui a participé à l'étude que vous avez vue tout à l'heure, a analysé 4 classes de médicaments qui sont très largement prescrits. Les antihypertenseurs, les anti-ulcéreux, les statines et les antidépresseurs. Et il a constaté qu'ils sont vendus au Canada de 21 à 79 plus cher qu'en Nouvelle-Zélande, pour une moyenne de 50 On voit déjà qu'on pourrait couper très sérieusement la facture des médicaments au Canada et utiliser ces ressources-là ailleurs. Toujours, le professeur Morgan, il a fait une étude qui portait sur la Colombie-Britannique. Entre 1996 et 2003, 80 de l'augmentation des dépenses est attribuable aux nouveautés dispendieuses qui n'apportent rien de substantiel par rapport aux anciens traitements. Un exemple, le rosiglitazone. Il se vend de 10 à 14 fois plus cher au Québec que la metformine. Et selon une étude des Annals of Internal Medicine, il serait aussi efficace et beaucoup plus sécuritaire que la metformine, qui augmente, elle, pas la metformine, mais le rosiglitazone, qui augmente les risques de crise cardiaque de 43 Quand c'est une question de vie ou de mort, l'industrie pharmaceutique, peut exiger le prix le plus élevé que peut supporter le marché, pour citer l'OMS. Alors, la consommation, donc, est relativement insensible au prix. Alors, les anticancéreux et les produits de spécialité représentent aux États-Unis un marché énorme et ils constituent environ 24 des dépenses aux États-Unis et ils commandent des prix astronomiques. Un exemple, en 2006, le fabricant Genentech annonçait son intention de multiplier par 2 le prix du bevacizumab à 100 000 $.
Alors, ceci s'ajoutait au coût de la chimiothérapie. Et devant le scandale que ceci a provoqué, 6 mois plus tard, Genentech imposait un plafond de 55 000 $ aux familles à revenus moyens. Un cadre de la société disait que cela n'affectera pas les profits, car peu utiliseront le médicament assez longtemps. En effet, ce médicament-là donne, selon les indications, de 1 à 5 mois de vie supplémentaire. En prime, particulièrement pour les personnes qui souffrent du cancer du poumon, il peut perforer l'estomac, s'accompagner d'AVC et éventuellement provoquer la mort. Un autre exemple, la thalidomide qui a été lancée en 1957. Ce n'est pas exactement une nouveauté. Alors, la thalidomide, on a découvert des indications dans le traitement de certains cancers. Son prix a été établi en 1998 à 6 $ la capsule. Et sa popularité l'a propulsé à 180 $ la capsule, ce qui signifie 66 000 $ pour un traitement annuel. Et en 2005, on a développé un dérivé, l'énalidomide, qui s'appelle, de son nom de marque, le Revlimid, qui est réputé moins toxique, mais pas plus efficace, et son prix a été fixé à 260 $ l'unité aux États-Unis. Lorsque ce n'est pas précisé, les prix sont en dollars américains, et lorsque précisé, c'est en dollars canadiens. Au Canada, la capsule de thalidomide se vend 35 $ canadiens, et ceci en dépit de l'existence du contrôle des prix, et plusieurs l'ont gratuitement grâce à des fondations. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Pharmandinos et la Founed la produit pour 10 centimes, 10 cents. Et ça veut dire ça que la thalidomide est vendue 350 fois son coût au Canada et 1800 fois son coût aux États-Unis. Alors, on imagine les profits absolument fabuleux que fait la société avec ce produit-là. Dernièrement, on a assisté à la multiplication des ouvrages sur l'influence du marketing et du lobbying de l'industrie qui nuisent souvent la prescription rationnelle. Vous trouverez une courte biographie de ces ouvrages-là dans le texte d'accompagnement. Alors, ceci met en lumière une question capitale. L'accès aux médicaments ne se résume pas à la seule question des prix. Il faut également prescrire le bon médicament à la bonne personne au bon moment. Et selon la revue Public Library of Science Medicine, l'industrie américaine dépense 61 000 $ par médecin en frais de promotion pour les convaincre de prescrire leurs produits. Il y a 2 raisons qui font que l'industrie pharmaceutique consacre environ 2,4 fois plus d'argent à la promotion et à l'administration qu'à la recherche-développement. Premièrement, les ventes des grands de l'industrie dépendent dans une large mesure, c'est-à-dire de 56 à 85 % de 2 produits. Et deuxièmement, beaucoup, sinon la plupart des nouveautés sont ce qu'on appelle des MeToo, à toute fin pratique, des imitations. Par exemple, en France, selon les professeurs Even et Debré, on trouve 256 médicaments concurrents qui correspondent à 20 molécules quasi identiques. Alors, c'est ce que l'éminent chercheur de Harvard, le docteur Jerry Avorn, appelle de la masturbation moléculaire. En effet, avec des produits qui sont à peu près tous équivalents, la seule façon de convaincre les médecins et les patients de la supériorité d'un produit consiste à en faire la promotion agressive. Alors, les sommes qui sont consacrées à la promotion encouragent la consommation de produits qui sont dispendieux et qui ne sont pas toujours indiqués et détournent des ressources qui seraient beaucoup plus utiles ailleurs. Par exemple,
L'industrie pharmaceutique a dépensé des sommes colossales pour la promotion